Le troisième chapitre. La fragilité de l'égalité. Inégalité et justice sociale. L'égalité parfaite entre les hommes est une illusion. Prétendre que tous les êtres humains sont semblables relève de la duplicité ou de la naïveté. Pourtant, chaque individu est unique à sa manière, méritant attention, amour, respect et bonheur. Une réalité que la nature elle-même semble affirmer: ceux qui offrent ces opportunités aux autres sont souvent ceux qui en récoltent les fruits les plus doux, en vivant dans le contentement et le bonheur. Mais la nature, dans son immense sagesse, a également insufflé dans l'homme des pulsions plus sombres: l'agressivité, le désir de domination, l'envie de conquête, la soif insatiable de ressources. Ces tendances, bien que naturelles, ont pour effet de creuser les inégalités, d'oppresser les plus faibles et d'accumuler les richesses entre les mains d'une minorité. La nécessité d'établir une forme d'égalité devient alors évidente. Pas une égalité absolue, utopique et irréaliste, mais une égalité relative, qui assure à chacun un minimum de droits, d'opportunités et de moyens pour vivre dans la dignité. Cette égalité ne vise pas à nier les différences, mais à prévenir les abus, à contrer l'oppression, à réduire les disparités outrancières. L'égalité, en définitive, est un équilibre fragile, une aspiration constante plutôt qu'une réalité tangible. C'est une idée que nous devons perpétuellement poursuivre, pour que le monde soit un peu plus juste, un peu plus humain, un peu plus aimable. Les recherches modernes ont établi une base scientifique à l'idée que faire le bien est agréable, bénéfique pour ceux qui s'y adonnent et même renforce leur santé. Mais comment la nature parvient-elle à inciter les êtres à agir de manière à préserver l'espèce, à s'aider mutuellement? La réponse se trouve peut-être dans notre chimie interne. En faisant le bien, notre corps libère des hormones et des neurotransmetteurs spécifiques, provoquant un sentiment d'euphorie similaire à celui que l'on ressent lorsqu'on est amoureux. C'est la nature, en somme, qui nous gratifie d'une douce récompense pour nos actions altruistes. Cette perspective enrichit notre compréhension des interactions sociales et humaines. Elle met en lumière la nécessité d'un équilibre délicat entre la protection de soi et le soin des autres. En favorisant le bien-être de la communauté, nous favorisons notre propre bien-être. C'est une leçon importante pour notre société, qui lutte souvent contre l'égoïsme, l'indifférence et l'injustice. Si nous voulons construire une société plus juste et plus égalitaire, nous devons comprendre et exploiter ce mécanisme naturel d'auto-récompense. Il est temps de reconnaître que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans l'épanouissement de la communauté et de soi-même à travers l'entraide et la générosité. Dans ce monde moderne en perpétuelle mutation, où robotisation et automatisation risquent de laisser des millions de personnes sans emploi, l'enseignement de l'altruisme, basé sur des fondements scientifiques, devient une nécessité. Nous sommes confrontés à une réalité inquiétante: une multitude d'individus sans but, avec le sentiment d'être inutiles. Quel pourrait être leur rôle dans notre société? Peut-être devrions-nous envisager la générosité et l'altruisme comme une occupation légitime et enrichissante. Ces personnes pourraient consacrer leur temps à rendre service aux autres, ce qui permettrait non seulement d'éviter la dépression, mais aussi de donner un sens à leur vie. Cette pratique injecte dans notre existence une satisfaction particulière et une plénitude, que peu d'autres activités peuvent procurer. Cela dépasse la simple philosophie bienveillante. C'est une question de biologie. Notre organisme est programmé pour réagir positivement à l'acte de donner, de contribuer à la communauté. La propagation de la bonté n'est pas seulement gratifiante, elle est nécessaire pour notre bien-être psychologique et physique. Ainsi, au lieu de considérer ces personnes comme des victimes de l'automatisation, nous devrions les voir comme des vecteurs potentiels de solidarité et d'entraide. La création d'une culture de l'altruisme, axée sur le bien-être collectif, pourrait alors devenir une réponse innovante à l'inégalité sociale croissante et à la quête de sens dans un monde de plus en plus technologique. Chaque être humain devrait avoir un accès égal aux ressources de base et à la satisfaction des besoins supérieurs, jusqu'à l'accomplissement personnel. Les sociétés modernes développées s'efforcent d'atteindre cet objectif et beaucoup de progrès ont déjà été réalisés dans cette direction. Prenons l'exemple des projets sociaux existants qui couvrent toutes les strates des besoins humains. On peut citer les initiatives qui visent à garantir la sécurité alimentaire pour tous, les programmes d'éducation gratuits ouverts à chacun, les systèmes de soins de santé universels, les initiatives culturelles et artistiques accessibles gratuitement, jusqu'aux dispositifs destinés à favoriser l'épanouissement personnel. Il est utile d'illustrer la réponse à ces défis par des exemples concrets. Partout dans le monde, des initiatives se sont développées pour apporter une aide directe aux personnes les plus démunies. Un exemple marquant de ces initiatives est celui des banques alimentaires. En France, par exemple, nous avons les banques alimentaires. Ce réseau, constitué de 79 banques alimentaires et de 29 antennes réparties sur tout le territoire, œuvre pour fournir une assistance alimentaire aux personnes en situation de précarité. Une autre organisation française importante est le Secours populaire, présente dans toutes les régions du pays, qui propose diverses formes d'aide, y compris l'aide alimentaire. En Europe, on peut citer la Fédération européenne des banques alimentaires,
qui coordonne les efforts de plus de 320 banques alimentaires dans 24 pays européens. Leur travail commun a un impact significatif sur l'aide aux personnes dans le besoin. Au Canada, Food Banks Canada est une organisation nationale qui soutient un réseau d'environ 3000 organismes caritatifs alimentaires à travers le pays. Aux États-Unis, Feeding America est la plus grande organisation de lutte contre la faim, avec un réseau de 200 banques alimentaires et 60 000 programmes d'alimentation et de penterie à travers le pays. Ces initiatives sont des exemples concrets de la manière dont les sociétés cherchent à répondre aux besoins les plus élémentaires de leurs membres les plus vulnérables. Elles démontrent également l'importance de la solidarité et de l'engagement communautaire dans la lutte contre l'inégalité et pour la justice sociale. Parlons maintenant de l'éducation, l'une des clés de voûte pour une société égalitaire et juste. Il existe des exemples remarquables d'éducation gratuite ou quasi gratuite à travers le monde. En France, l'éducation est gratuite, obligatoire et laïque à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans. Pour l'enseignement supérieur, si des frais de scolarité existent, ils restent modérés comparativement à d'autres pays, et de nombreuses aides financières sont disponibles pour les étudiants. Au sein de l'Union européenne, le modèle nordique est souvent cité en exemple. En Suède, par exemple, l'éducation est gratuite pour les résidents, de la maternelle à l'université. En Allemagne, la majorité des universités publiques ne perçoivent pas de frais de scolarité pour les étudiants de premier cycle, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Au Canada, bien que l'éducation ne soit pas entièrement gratuite, les frais de scolarité sont généralement plus bas qu'aux États-Unis, et le gouvernement offre diverses formes d'aide financière pour aider les étudiants à couvrir leurs coûts. Aux États-Unis, l'éducation publique est gratuite jusqu'à l'école secondaire. Pour l'enseignement supérieur, des programmes d'aide financière fédéraux, des bourses d'études et des programmes d'emprunt sont disponibles pour aider à rendre l'éducation plus accessible. Quant aux bibliothèques publiques, elles représentent un autre exemple concret de ressources accessibles à tous. Ces institutions jouent un rôle vital en fournissant un accès gratuit à l'information et à l'éducation. En France, la Bibliothèque nationale de France offre un vaste catalogue de ressources. En Europe, la British Library au Royaume-Uni est l'une des plus grandes bibliothèques au monde avec des ressources impressionnantes. Au Canada, la Bibliothèque publique de Toronto est l'une des plus fréquentées en Amérique du Nord, tandis qu'aux États-Unis, la Bibliothèque du Congrès est la plus grande bibliothèque du monde en termes de nombre de livres et de volumes de documents. Ces ressources, alliées à l'essor de l'éducation en ligne, ouvrent des perspectives nouvelles pour l'apprentissage et l'autonomisation, contribuant ainsi à combler le fossé de l'inégalité. Il est important de noter que l'accès à l'éducation et à l'information n'est pas limité aux grandes institutions dans les grandes villes. En effet, même dans les plus petites villes et les zones rurales, les bibliothèques publiques jouent un rôle crucial pour garantir l'accès à l'information et à l'éducation pour tous. Ces bibliothèques, souvent situées au cœur des communautés, sont bien plus que des lieux de prêt de livres. Elles sont des centres de savoir et d'apprentissage qui offrent une multitude de services à leur communauté. Ces petites bibliothèques proposent un accès gratuit à Internet, ce qui est essentiel dans une époque où une grande partie de l'information et de l'éducation est devenue numérique. De plus, elles mettent à disposition des ordinateurs pour ceux qui n'en ont pas chez eux, réduisant ainsi la fracture numérique et garantissant que chacun ait la possibilité d'accéder à l'information et à l'éducation, quelles que soient ses ressources personnelles. De plus, ces bibliothèques offrent souvent des programmes éducatifs pour tous les âges, des ateliers pour les enfants au cours d'alphabétisation pour adultes. Elles organisent des conférences, des clubs de lecture, des ateliers d'écriture, et bien d'autres activités. Certaines proposent même des services d'aide à l'emploi, de conseils en matière de compétences numériques ou de soutien aux entreprises locales. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle social important que jouent ces bibliothèques. Elles sont des lieux de rencontre et d'échange, favorisant l'intégration sociale et le sentiment d'appartenance à la communauté. En somme, les bibliothèques, qu'elles soient grandes ou petites, urbaines ou rurales, sont un exemple vivant de la manière dont l'égalité d'accès à l'éducation et à l'information peut être concrètement mise en œuvre. Elles sont un symbole de notre engagement collectif en faveur de l'égalité et de la justice sociale. Dans le monde contemporain, de nombreuses possibilités s'offrent à chacun pour se développer et se réaliser, en particulier dans les pays développés. Ces possibilités, souvent gratuites, sont variées et touchent à de nombreux aspects de la vie. Dans le domaine de l'éducation, on peut mentionner les formations en ligne ouvertes à tous, appelées MOOCs, Massive Open Online Course. Elles sont offertes par des institutions prestigieuses comme l'université Harvard ou le MIT, et couvrent un large éventail de sujets. De plus, les bibliothèques publiques offrent un accès gratuit à une grande variété de ressources pédagogiques, allant des livres aux bases de données éducatives. Pour le développement personnel et le bien-être, il existe de nombreux programmes communautaires gratuits. Par exemple, certains centres communautaires offrent des cours de yoga ou de méditation gratuits. Les parcs municipaux organisent des activités de plein air comme des cours de fitness ou des groupes de course à pied. Dans le domaine artistique, les musées et les galeries d'art offrent souvent des jours d'entrée gratuites.
Il existe également des programmes de mentorat gratuits pour les artistes émergents, ainsi que des résidences d'artistes financées par des fondations culturelles. Sur le plan professionnel, les centres d'emploi offrent des ateliers gratuits sur la rédaction de CV, l'entretien d'embauche et le développement de carrière. Il existe également des plateformes en ligne qui mettent en relation des mentors bénévoles avec des personnes en quête de conseils de carrière. Enfin, pour ceux qui veulent contribuer à leur communauté, le bénévolat offre une opportunité précieuse de développement personnel. Non seulement il permet de faire une différence dans la vie des autres, mais il offre également l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes, et de trouver un sens et un but dans la vie. Toutes ces opportunités contribuent à créer une société plus équitable, en offrant à chacun la possibilité de se développer et de se réaliser, quelles que soient ses origines ou ses ressources. Ces ressources et ces services sont, en principe, disponibles pour chaque individu à égalité et gratuitement. Elles illustrent une volonté grandissante de construire des sociétés où les besoins fondamentaux de chacun sont satisfaits, non pas en fonction de leurs moyens, mais en vertu de leur statut d'êtres humains. C'est un idéal vers lequel nous devrions tous tendre, car il représente une vision de la justice sociale qui reconnaît la valeur intrinsèque de chaque personne et qui cherche à minimiser les inégalités. C'est une quête qui requiert de l'engagement, de la volonté politique et un effort collectif. C'est aussi un rappel de notre responsabilité envers nos semblables et envers nous-mêmes. La véritable égalité va au-delà du partage des ressources, elle exige que nous nous considérions tous comme ayant une valeur égale en tant qu'individus. Une question majeure se pose alors: pourquoi ces ressources considérables sont-elles sous-exploitées ? Pourquoi ceux qui les utilisent les considèrent-ils souvent comme acquises, sans prendre conscience de l'unicité des opportunités que la société leur offre ? Serait-il possible que la majorité des gens soient, en quelque sorte, des primates insensibles à ces richesses ? Ce n'est pas tant une question d'intelligence brute, même les primates peuvent être formés à de nombreuses tâches. Le nœud du problème se trouve plutôt dans l'état psychologique de la majorité des individus. Un sous-développement souvent masqué par des comportements standards, une dépression chronique non diagnostiquée, et bien d'autres troubles psychiques fréquemment méconnus. Lorsqu'on examine de près la psyché humaine, on découvre une diversité de comportements et d'états mentaux bien plus vastes que ce que l'on considère habituellement comme la norme. En fait, si nous devions mesurer de manière objective l'étendue des variations psychiques, nous pourrions être amenés à considérer ce que nous appelons aujourd'hui « normal » comme une rare anomalie. Tout cela signifie que la véritable égalité et la justice sociale dépassent largement la simple mise à disposition de ressources. Il est essentiel de travailler aussi sur l'aspect psychologique et émotionnel de l'individu, de l'aider à surmonter ses blocages intérieurs, à réaliser son potentiel et à pleinement profiter des opportunités qui lui sont offertes. Pourquoi, alors, la question de l'inégalité semble-t-elle plus brûlante que jamais ? Il est possible que l'envie des riches, la cupidité pour les ressources et l'insatisfaction générale de la vie, se traduisant par la recherche de boucs émissaires, y soient pour quelque chose. Voilà le cœur du problème. Nous pourrions donner aux pauvres l'opportunité de vivre comme des riches, mais ils se plaindraient toujours que les riches sont encore plus fortunés. Ainsi, il ne suffit pas simplement de satisfaire les besoins matériels de chaque individu. Il est nécessaire de transformer la manière de penser des gens, tant des pauvres que des riches. Cela signifie que nous devons travailler sur la manière dont nous percevons la richesse et la pauvreté, l'égalité et l'inégalité, et comment nous valorisons le succès et la réussite. Il s'agit d'un défi de taille. Nous devons changer non seulement les structures sociales et économiques qui perpétuent l'inégalité, mais aussi les attitudes et les croyances qui alimentent l'insatisfaction et l'envie. Cela demande un effort de conscientisation, d'éducation et de transformation personnelle. C'est un travail qui commence en chacun de nous et qui se propage à l'ensemble de la société. En fin de compte, la lutte pour l'égalité est bien plus qu'une question de redistribution des richesses. C'est une quête d'une société plus juste, plus inclusive et plus empathique, où chaque individu est valorisé pour sa contribution unique et où le succès de l'un n'entraîne pas le ressentiment des autres. En conclusion, la question de l'égalité et de la justice sociale est complexe et pluridimensionnelle. Elle ne se limite pas à une répartition équitable des ressources, bien que cela soit essentiel. Au cœur de la question de l'égalité se trouve la nécessité d'une transformation plus profonde, qui touche à la fois nos structures économiques et sociales, et notre mentalité individuelle et collective. La robotisation et l'automatisation, tout en représentant un défi pour l'emploi, pourraient ouvrir des possibilités de consacrer plus de temps à l'altruisme et à la solidarité, pour le bien-être de tous. De même, l'accès égal aux ressources de base et aux opportunités d'épanouissement personnel est un objectif vers lequel les sociétés modernes devraient tendre, non seulement pour minimiser l'inégalité, mais aussi pour valoriser la dignité et le potentiel de chaque individu. Néanmoins, il est également crucial de reconnaître et de travailler sur les attitudes et les perceptions qui alimentent l'insatisfaction et l'envie, comme la tendance à mesurer le succès et la valeur en termes de richesse matérielle. Il est temps de revoir notre conception du succès et de la réussite, pour faire place à une vision plus inclusive et plus empathique,
où la richesse est également mesurée en termes de bien-être collectif et d'épanouissement personnel. La lutte pour l'égalité et la justice sociale est une quête constante qui demande une action collective et un engagement individuel. C'est un chemin vers une société où chaque individu est valorisé et où l'épanouissement de tous est considéré comme une victoire pour chacun.